Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil, t'es tout. Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Changer la norme. Changer la norme est un podcast de Care News, le média des acteurs de l'engagement. Je m'appelle Flavie Després et depuis quelques années, ma double casquette de journaliste et d'entrepreneur social me permet de naviguer dans le vivier des entrepreneurs sociaux, au statut reconnu par l'ESS, l'économie sociale et solidaire, ou à impact. Dans Changer la norme, on essaye de décortiquer ce qu'il faut faire pour vraiment changer les choses. Comment on construit un modèle qui allie développement économique et engagement social et environnemental. Comment on démarre l'aventure de l'entrepreneuriat en voulant changer les choses. Comment on tient sur la durée. Et surtout, on se parle normalement, parce que pour changer la norme, il faut se parler normalement, justement. Et privilégier l'action à la communication. Aujourd'hui, on va parler de changer l'immobilier. Je crois bien que c'est la première fois que Changer la norme traite cette thématique. J'ai le plaisir de recevoir Alexandre Born, le cofondateur et directeur général de Belleville, une foncière responsable qui a pour ambition de faire émerger des alternatives immobilières au service des territoires et de l'utilité sociale. Une foncière est une entreprise, celle-ci est ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui crée et gère du patrimoine immobilier. Et avec Alexandre, nous avons décortiqué sa création et sa découverte à lui de l'entrepreneuriat responsable. Bonjour Alexandre. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va très bien. Et toi ? Ça va. Écoute, on a réussi à le faire ce podcast. Ouais. Après enfin. nos tribulations Covid liées. Bienvenue dans Changer la norme. Merci. On va parler de toi, on va parler de Belleville et on va parler d'économie sociale et solidaire. Alors, la première question traditionnelle, c'est est-ce que tu peux rapidement nous donner ton parcours ? Déjà, merci de l'invitation, parce que je suis ravi d'être là. Et écoute, mon parcours, moi je suis ingénieur de formation dans le bâtiment, donc ingénieur bâtiment durable. Et je suis formé de l'INSA Toulouse, qui est une école d'ingénieurs intégrée, et à l'issue de laquelle j'ai travaillé en tant qu'ingénieur travaux chez des majors de la construction, notamment à Toulouse, pendant quelques années. Et j'étais en charge d'opérations de construction du début à la fin, parce que c'était un peu l'objectif un peu tracé que je m'étais donné à la sortie d'école d'ingé, de comprendre le milieu de la construction, et je pensais que je ferais ça toute ma vie. Et finalement, comme tout le monde, au bout de 4 ans, j'en pouvais plus. En tout cas, comme beaucoup de gens dans la construction, c'est des métiers très prenants, de conducteur de travaux notamment. Et finalement, j'avais à ce moment-là la sensation de manquer de recul par rapport à ce que je faisais, sachant que l'acte de construire, finalement... on me donnait un dossier qui avait été décidé et défini par d'autres, et puis j'étais en charge de le réaliser, et à la fin je le quittais, et point barre. Et du coup j'ai commencé par voyager ensuite. Ça c'était plutôt une pause, un voyage d'1 an avec un pote autour du monde, et puis qui m'a donné l'opportunité de voir plein de choses, aussi de construire. On a fait un peu de bénévolat aussi dans certains pays, notamment autour de la construction. Et je suis venu m'installer à Paris après ça, et j'ai travaillé donc dans la maîtrise d'ouvrage, et j'ai pris un poste qui me permettait justement d'avoir un peu plus de recul par rapport à ce que je faisais. Et ça s'est fait pendant 4-5 ans. J'ai ensuite dirigé le développement d'une agence d'archi parisienne, qui m'a aussi permis de voir une autre facette du milieu et du secteur de l'immobilier et de la construction, pour arriver finalement à créer Belleville. Voilà, donc rien à voir avec l'entrepreneuriat à la base. Toi, tu étais vraiment bâtiment, enfin sur le cœur de métier. Ouais. On va quand même expliquer ce qu'est Belleville. Ouais. Donc belle au singulier et ville au pluriel. C'est ça, en un mot. En un mot, on vient d'en parler, c'est une foncière Exactement. responsable, éthique et solidaire. Ouais, on peut. J'ai les 3 bons. On peut mettre ça, on peut en mettre d'autres mots aussi. C'est une structure qui a quel âge ? Belleville, officiellement sur le cabis, ça a une année et quelques.
Comme le Covid. Bon anniversaire. Ouais, un peu plus. On a quelques mois d'antécédents, mais en effet, on est tombé dedans. Le Covid est tombé en plein milieu. Mais 1 an après, ça a beaucoup plus. Moi, j'ai l'habitude de dire 3-4 ans de maturation. Ce qui est important dans la façon dont aujourd'hui on voit notre activité. Alors du coup, si on remonte avant le CABI, c'est aux 3-4 ans. Donc toi, tu as la compétence immobilier et vous êtes 5 associés. Ouais. Vous vous êtes rencontrés comment ? Est-ce que c'est un projet évident ? Est-ce que c'était plutôt le fruit de réflexions longues ? Ouais. Non, c'est un processus un peu étrange. On se connaît depuis... Donc sur les 5, on est 4 à avoir fait nos études ensemble. On a fait de l'associatif ensemble, on a joué au rugby ensemble, on a fait des fêtes d'école, on a travaillé, étudié et on s'est suivis en fait de nos parcours respectifs. Et chacun on a pris un chemin différent. Jérémy par exemple, lui il est directement parti au Cap en Afrique du Sud pour s'imprégner. Il est revenu, il a monté une boîte dans l'ESS qui fait du conseil en transition sociale et écologique. Il a monté une conciergerie solidaire. François, il est directement parti. Il a jamais exercé en tant qu'ingénieur et il est devenu archi. Il a exercé en tant qu'architecte. Adrien, il a travaillé dans le logement social et il a dirigé des opérations de réhabilitation de logements sociaux depuis plus d'10 d'années. Et moi, j'ai le profil que je viens de décrire. Donc, on s'est suivis et au fil de ces années, en fait, on a discuté, on s'intéressait au même sujet, notamment beaucoup au sujet de la gentrification, qui est le lien aussi avec le nom de Belleville, parce qu'on a habité dans ce quartier. Et au fil de ces années, on se disait, c'est quand même, il y a quelque chose à faire, il faut qu'on arrive à changer les choses. Comment on peut participer à ça ? Il y a quand même des ambiguïtés énormes entre la montée des prix, la qualité de vie d'un quartier, sa mixité sociale. Et en même temps, on a l'impression d'avoir du mal à lutter contre ces phénomènes, en fait. Et je pense d'ailleurs qu'on continue à pas avoir une de solution, mais en tout cas, c'était ça le début. Ce processus nous a amené à réfléchir, et puis il y avait une dimension entrepreneuriale plus chez les uns que chez les autres, peu importe en fait. Et à un moment, certains associés ont commencé à pousser parce que l'envie de créer quelque chose se faisait plus pressante. Et on a structuré après la réflexion autour de Belleville, qui s'est constituée un petit peu comme une envie de répondre à des problématiques de société. Mais autour de l'immobilier, puisque c'est votre cœur de métier. Donc concrètement, Belleville, vous faites quoi ? Vous achetez des locaux, vous les réhabilitez, vous les louez, vous les revendez ? Ouais, exactement. C'est exactement ça. De manière très concrète, on est une foncière, on achète des immeubles, des locaux, de logements commerce, des tiers-lieux, des locaux d'activité. On fait un gros travail de compréhension des enjeux sociaux et environnementaux et territoriaux aussi. Dans quel secteur et dans quel écosystème on va s'intégrer. Un gros travail avec les parties prenantes. On construit une programmation en réponse à des besoins qu'on a identifiés. On vient ensuite mettre cette programmation en lumière avec un projet architectural et un projet de réhabilitation qui est censé donner aussi du pouvoir à ce lieu. Et ensuite, on va le relouer et le garder le maximum en patrimoine pour pouvoir agir sur les années d'exploitation du lieu. Est-ce que ces locaux que vous ciblez, ils sont n'importe où ? Parce que j'ai cru comprendre que c'était pour lutter contre la gentrification et la polarisation qu'il y a dans les centres-villes. Donc c'est que dans les campagnes, par exemple ? En fait, on se construit aussi avec le temps, donc les choses changent et aussi aux aléas des sollicitations qu'on nous fait. Initialement, on était très mobilisés sur la question notamment des villes moyennes, qui était pour nous, pour avoir beaucoup travaillé à Paris et de voir autant de projets, de concurrence, d'investissement dans des métropoles comme Paris, Lyon, Bordeaux. Finalement, on voit que tout marche, on se bat pour acheter un immeuble, les investisseurs se battent parce qu'il n'y a rien à vendre et il y a beaucoup d'argent. Et finalement, dans les villes moyennes, on se plaint qu'il manque de choses, qu'il manque d'offres, que les gens veulent pourquoi pas habiter dans une ville moyenne, mais finalement, il manque d'emplois ou il manque d'activités, de commerce, etc. Et nous, on croit beaucoup au potentiel de ces villes, de ces villages aussi, et on avait envie d'y investir, à la fois du temps et de l'argent. Ensuite, dans ces territoires, on amène vraiment une réponse où on vient essayer de favoriser et dynamiser, mettre en place une dynamique qui est favorable à l'activité, qui est complètement différente d'une ville à l'autre. Et ensuite, on s'est dit, mais on a quand même un rôle à jouer dans des métropoles, parce que la pression foncière dans les métropoles est énorme, et qu'il y a des activités qui ont vocation, notamment culturelle, par exemple, associatives, sociales, solidaires, qui ont vocation à avoir une place dans ces métropoles, et qui, par des mécanismes économiques tout simples, font qu'ils ne trouvent plus de place parce que la pression foncière les pousse en marge. Et ils ont vocation à y rester. Donc on veut aussi participer à ça.
D'accord, donc vous êtes un peu partout. Moi, j'ai une question qui est bête ou pas bête, je sais pas, mais donc vous êtes 4, Ouais. et là vous dites on va acheter des immeubles. Ouais. Mais comment, enfin moi je ne connais pas votre vie perso et votre parcours, mais du coup comment ça s'est financé? Parce que je connais peu de gens jeunes qui peuvent acheter des flopées d'immeubles et y faire des travaux. Ouais, c'est une bonne question à laquelle nous on était nous-mêmes confrontés. Le mot foncière fait un petit peu cet effet capitaux, qui dit foncière dit gros investissements. Je te rassure, on n'est pas blindé, on n'avait pas. Non, mais tu pourrais l'être, mais j'imagine que derrière il y a des investissements, un modèle économique que tu peux nous raconter. Je le dis en rigolant, mais on aurait été blindé, ça aurait été plus simple. Mais ça serait pas c'est toujours plus simple. Mais en fait, finalement, c'est pas le premier frein. On a mis un peu de capital, mais ensuite, il y a une question finalement des capitaux, des investisseurs, des fonds. Il y en a énormément. Il y en a énormément pour les questions auxquelles on veut répondre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a des fonds publics, il y a des fonds privés, il y a des investisseurs engagés, il y a des investisseurs qui sont intéressés, curieux. Donc, des fonds, on en trouve. Le vrai sujet, c'est la garantie. C'est comment tu garantis à tes investisseurs que tu vas réussir à porter ce projet, que ce projet va générer des loyers et un modèle économique suffisamment stable pour payer tes investisseurs. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'en France, si on veut aider les entrepreneurs et les entrepreneurs sociaux, c'est aussi en leur permettant de faciliter l'accès à des garanties qui pourraient être des garanties d'État, des garanties de banques comme la Caisse des dépôts ou de ville. Donc ça, c'est le premier sujet. Nous, on a eu la chance, dans nos associés, Sébastien, lui, est président d'une foncière familiale, qui est une foncière qu'il développe avec son frère depuis de nombreuses années, qui est une foncière solide et qui est très distincte de Belleville. On a des activités complètement différentes, mais il nous a amené cette capacité à garantir. En phase de lancement et en phase d'amorçage, ça a été énorme comme plus-value. Qu'est-ce qui investit dans Belleville ? À part vous 4, est-ce que vous êtes allés justement frapper aux portes des collectivités ? Parce que l'immobilier, je pense que beaucoup de gens savent louer un appart éventuellement, enfin c'est quand on a la chance d'avoir un toit sur la tête, ou en acheter un, mais comment ça fonctionne ? Tu trouves tes clients avant ? C'est des appels à projets ? Sur les investisseurs, on a mis donc une petite part humble de fonds propres, et après on a fait une levée de fonds sur une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Lita, sur laquelle on a levé 2 millions d'euros auprès de 728 investisseurs. Donc pour le coup, que par Alors Lita, c'est une plateforme d'investissement responsable. C'est Exactement. pas du crowdfunding comme quand vous achetez, je sais pas, de la musique ou d'un objet. Ou voilà, c'est vraiment les gens, ils achètent des parts d'une société. Et je sais pas si Lita fait de l'investissement en capital. Je crois qu'ils font que de l'obligation, mais je suis pas certain. Je vais pas dire de bêtises. Nous, on l'a fait sous forme d'obligation. Pourtant, j'ai reçu Eva dans la saison 1, mais comme ça fait 2 ans, je sais plus. Ouais, puis ils inventent pas mal de choses, mais je crois de mémoire, en tout cas, même si admettons les deux se fassent sur Lita, nous on a pris la solution obligation. Donc d'accord. Non, mais c'était juste pour dire que c'était pas une plateforme de crowdfunding où les gens n'ont rien en retour, où ils achètent un produit. C'est de l'investissement responsable. Ok, exactement. Pardon pour cette digression. Donc Lita nous a permis en effet de lever 2 millions auprès de principalement des particuliers, mais il y a des acteurs de l'immobilier, des personnes curieuses, investies. Certains sont même de villes dans lesquelles on a des projets issus de ces villes et avaient vu un projet dans cette ville. Donc, mais par contre, c'était un investissement dans Belleville. Après, avec ces fonds, on a la capacité à déployer sur plusieurs projets qu'on avait préidentifiés. D'accord. Qu'est-ce qui garantit en fait le volet économie sociale et solidaire ? Parce que vous êtes une ESUS, comme Carnews. C'est une belle secte. Et comment vous garantissez que vos projets, ils ont un impact sur l'environnement, sur le social ? Qu'est-ce qui s'en occupe chez vous ? Est-ce qu'il y a des cahiers des charges ? Comment ça marche ? On a mis des choses en place qu'on va vraiment faire évoluer. Comme tu sais, l'agrément ESUS, il porte déjà sur l'objet de la société, mais il porte aussi sur les engagements qu'on prend nous en tant qu'associés. Donc la première chose, c'est qu'on s'enrichira pas personnellement et qu'on veille à ça. Donc le but, et ça c'est très important dans l'immobilier, parce que tu évoquais aussi comment on fait pour investir dans l'immobilier quand on démarre. L'immobilier, et on a un effet de levier qui est énorme avec du financement bancaire qui intervient à hauteur de 80%. Donc c'est-à-dire pour faire un projet qui coûte 100, on doit mettre juste 20 et la banque nous met entre 80 et 70. Donc ça, c'est notre métier, d'arriver à obtenir ces conditions. Mais finalement, avec peu, on peut faire beaucoup déjà. Et à la fin, quand on a tout remboursé, on peut avoir un effet important lié au capital. Et ce qu'on veut démontrer, c'est qu'on veut mettre le capital au service des projets d'intérêt général et pas à notre service. Donc on travaille sur les mécanismes pour que ça ne revienne pas sur les associés.
Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a les projets. Comme tu dis, comment on s'assure qu'un projet a du sens. Donc là, on fait des études approfondies de diagnostics territoriaux, des diagnostics sociaux. Et on le fait notamment avec Palanca, qui est une société de conseil en transition sociale et écologique, qui nous accompagne sur tous nos projets pour nous assurer qu'on ne vienne pas avec des réponses toutes faites, un petit peu hors sol. On est très très vigilant à ça. Dans l'immobilier, ça peut être vite fait. Tiens, j'ai vu ça à Paris, je vais le faire à Albi. Et puis en fait, non, déjà ça marche pas, mais en plus, c'est pas forcément la bonne réponse. Donc ça, on est hyper vigilant. Et ensuite, on met en place des grilles d'impact qu'on essaie de structurer. Et là, pour le coup, on en a fait une première. On est vraiment en train de passer à la version 2. En ce moment, c'est un gros travail là qu'on a engagé qui va durer presque 3-4 mois pour construire une grille un peu à notre sur-mesure spécifique à nos projets, parce que tu vois passer beaucoup de grilles et puis quand on les regarde, en fait, t'as l'impression soit qu'elle est pas adaptée ou voilà. Il y a un côté très spécifique à ces grilles d'impact, un petit peu un côté je coche des cases aussi, auquel on est vigilant et on aimerait bien arriver à défendre une grille qui soit acceptée et qui corresponde aussi à nos projets. Est-ce que tu peux nous donner des exemples comme ça fait un peu plus d'1 an? Alors, tu vas pouvoir nous faire une digression Covid, parce que j'imagine que ça a bloqué pas mal de choses, notamment le premier confinement. Mais est-ce que tu as des exemples d'impact? Est-ce que c'est des personnes logées? Est-ce que c'est des entreprises abritées? Quelques critères que vous avez réussi à mettre en place en 1 an? Certains critères, par exemple, ça va être la réactivation de locaux désactivés. Si je prends l'exemple, on a aujourd'hui plus de 11 ou 12 locaux qui étaient désactivés. Je dis 11 ou 12, mais je pense que c'était plus d'une vingtaine sur plusieurs projets de locaux désactivés depuis plus de 10 ans. Donc, ça veut dire autant de verrues dans une ville et dans un centre-ville. Donc, la réactivation de locaux, ça, c'est important. Du coup, qui découle sur la création d'emplois, forcément, et la vigilance qu'on a à qui va réactiver avec nous ces locaux. On a évidemment la qualité des projets de la réhabilitation, des matériaux réemployés, donc la dimension écologique de notre réhabilitation. On enclenche par exemple des diagnostics de réemploi. On est en train de faire un gros travail sur un projet Albi pour réutiliser tout ce qu'on peut sur site et pour pouvoir le réemployer dans le projet final. La localité des matériaux, la localité des artisans aussi qui vont travailler avec nous. On est vigilant à même regarder aussi leur politique salariale au sein de leur société sans faire de trop rentrer dans leur domaine, mais on est vigilant à ça. La question du logement, évidemment. Alors là, c'est vraiment un sujet qui est intéressant parce que souvent on nous dit critères d'impact, combien de logements sociaux vous avez fait, par exemple. Sauf qu'Albi, c'est pas le sujet. Albi, probablement que le plus intéressant que tu puisses faire pour la ville, c'est faire du logement familial parce que les familles ont déserté le centre-ville, donc il y a plus de familles et donc moins d'enfants en centre-ville. Ils investissent dans des pavillons qui participent à une artificialisation des sols, à l'étalement urbain. Et finalement qui font que ces centres-villes sont désertés, on a moins de commerce, moins de fréquentation, moins de consommation, etc. Qu'en fait, c'est du coup faire du logement familial en centre-ville, ça a du sens et ça permet aussi de contrecarrer certains de ces problèmes. Et donc, sauf que si je fais une grille d'impact et que je dis que j'ai fait du logement familial, est-ce que c'est un impact positif? Il faudrait que la grille soit suffisamment fine pour... Puis tu sais ce qu'on dit de l'impact, que toutes les mesures d'impact sont faites sur mesure. C'est ça. Enfin, quand t'es journaliste, c'est un enfer de comparer les boîtes parce que, nous on sort un classement de l'impact et on a mis, je crois, 6 mois à trouver des critères qui sont pas encore parfaits et voilà. Donc, je vois bien ce que tu veux dire. L'important, c'est l'impact qu'on se fixe par rapport à ces objectifs et d'y arriver. Donc, le logement, mais adapté à la situation de la ville et pas calqué. J'ai une question pour basculer vers la dernière partie, c'est que tu avais une appétence associative, engagée, comme certains de tes associés, mais comment vous avez plongé dans le bain de l'entrepreneuriat? Parce que c'est quand même pas rien de quitter son job et de se mettre à rénover des immeubles, même si tu sais ce que tu fais. Comment est-ce que vous vous êtes dit, allez, on se lance dans l'aventure et comment vous êtes organisé? Ça, c'est assez marrant. Alors, Jérémy, parmi nous, lui, c'est un entrepreneur. Ok, donc lui, il était habitué. Il a monté 5 boîtes. Il était DJ, entrepreneur, rugbyman, arbitre, tout en même temps. Mais c'est pas lui qui était on va dire, qui a mis cette énergie au démarrage en nous poussant à le faire. Il a mis énormément d'énergie, il en met aujourd'hui, mais sur ce déclic, j'entends, parce qu'il avait déjà beaucoup à faire avec ses 2 boîtes actuelles. Ensuite, les 2-3 autres associés, peut-être moins entrepreneurs au démarrage. Et moi, j'étais entre les deux, en fait. Je pense pas que je suis un entrepreneur à la base. Mais par contre, ça me démangeait depuis tellement longtemps qu'à un moment, je suis arrivé au trop-plein. Je me dis, c'est pas possible, il faut y aller. Dans mon cas précis, c'était ça. J'avais monté une boîte de conseil auparavant pour un petit peu me mettre le pied à l'étrier, mais
c'était le démarrage, on va dire, et c'était pas une aventure entrepreneuriale. Mais quand on a envie de travailler sur des impacts immobiliers, écologiques, on a aussi envie de travailler sur des impacts sociaux et au sein de la boîte, sur la question des salaires, sur la question de la gouvernance. Et du coup, ça, c'est des choses que tu peux pas faire si t'es pas entrepreneur et si tu montes pas une boîte jusqu'au bout. Donc ça nous a poussé. Et puis après, dans le déclic sur Belleville, tout seul, honnêtement, je l'aurais pas fait. Mais derrière, j'avais du monde et finalement, quand j'avançais d'un petit pas, je savais que j'étais soutenu et ça s'est fait comme ça en fait, un processus en groupe, on peut dire. En groupe et dans l'économie sociale et solidaire, donc avec des choix forts, aussi bien sur la construction de votre structure que sur ce que vous faites. C'est quoi ton regard sur ce secteur que tu découvres pas, mais maintenant t'en fais vraiment partie? Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses à changer, notamment l'immobilier que, pour être honnête, je connais assez peu? Est-ce que vous êtes beaucoup à avoir ce genre de projet ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire? Ouais. Écoute, moi je connaissais pas bien on va dire le mouvement, le secteur de l'ESS et les entrepreneurs sociaux. Moi j'étais plutôt en réaction par rapport à ce que je voyais tous les jours. C'est je vais sur un chantier, je vois quelque chose qui m'aberre ou je vois un modèle économique que je trouve aberrant au regard de problématiques sociétales et je me dis on peut pas continuer comme ça, donc on doit changer les choses, mais je me suis pas défini comme un entrepreneur social. Après, Jérémy, lui, en connaissait bien ça, il le connaît bien. Donc il nous aide beaucoup à discuter, à cadrer les choses. Ensuite, sur le mouvement du secteur de l'ESS, dans l'immobilier, il y a pas mal d'acteurs. Il y a des entreprises dans la réactivation de commerce, comme Village Vivant par exemple, qui fait des petits commerces en zone rurale. Il y a des acteurs dans le logement social, dans les locaux d'activité. Il y a une bonne dynamique. Je pense qu'en tout cas, il y a des gens qui sont vraiment brillants et qui ont envie de changer les choses, avec qui nous, on se retrouve beaucoup. En plus, on est dans un secteur où la concurrence, on met ça un peu derrière nous et on se dit on peut avancer ensemble, on sera d'autant plus fort. Donc maintenant, je pense que on a encore du chemin à faire. On peut vraiment donner envie à plus de monde de rejoindre cette dynamique-là, se structurer aussi entre nous, pousser des projets en commun, prendre du volume, négocier des choses aussi, négocier des accords. Il y a plein de choses à faire au niveau national et on serait prêt à s'investir là-dedans. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le secteur immobilier traditionnel? Dans tout ce que tu as vu d'aberrant ou qui te plaît pas, est-ce que tu as comme ça, tu as 2-3 trucs où tu te dis, moi, si demain j'avais le pouvoir, je ferais ça? Pour moi, je pense le premier truc qu'on défend, c'est la vision, le terme de la vision des acteurs de l'immobilier. Quand tu vois dans l'immobilier, moi, ce qui me choque, c'est cette volonté de vouloir gagner vite, tout de suite. Et finalement, qui pousse des gens à faire des aberrations. Et je parle même pas de nécessité que les acteurs de l'immobilier soient engagés. Je rentre même pas dans ce débat-là. Qui limitent leur part, leur rémunération, c'est encore un autre débat. Mais par contre, déjà, si tout le monde avait une vision long terme, je pense qu'on investirait différemment au début et on n'essaierait pas de gagner le max de cash tout de suite au détriment de beaucoup de choses. Et ce détriment, il se fait au détriment de la qualité de projet, de la qualité, de la durabilité des bâtiments, il se fait au détriment de la vision sociale. On a peur de demander aux gens leur avis, on a peur de se dire oui, mais ça va me faire retarder. Ouais, mais si tu prends 2-3 mois de plus ou même 6 mois au début, peut-être que dans la durée, ça sera d'autant plus efficace. Donc cette vision-là du court terme, je pense qu'elle est essentielle. Merci. Bon, on passe aux questions de la fin. Tu es prêt? Ah, ok. Tu dois répondre en une phrase. D'accord. Quelle est la raison d'être de Belleville? Promouvoir l'immobilier responsable. L'homme ou la femme politique que tu voudrais convaincre? Bonne question. Le ministre de l'Habitation et des Territoires. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer? Je mettrais des taxes adaptées justement au cadre des projets, les taxes systématiques. Elles nous contraignent beaucoup. Le patron du CAC 40 que tu pourrais ou voudrais être? Je voudrais pas être un patron du CAC 40, ça c'est sûr. Et la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique? Aucune. Merci Alexandre. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.